Comment améliorer sa marque employeur? Nous avons posé la question à notre experte Clara Epiphane, qui a écrit le livre Marque employeur, mode d'emploi, pour les éditions Duno. Vous êtes dans notre rubrique Bien-être et qualité de vie au travail. Allez, c'est parti! Bonjour Clara, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Bonjour d'avoir Cécile. accepté cette interview. J'ai plein de questions à te poser. Alors peut-être déjà, peux-tu te présenter rapidement pour nos éditeurs, enfin le public qui ne te connaît pas? Vas-y, Bien je sûr. t'écoute. Comme tu le dis très bien, donc Clara Epiphane, j'ai un parcours assez terrain, très orienté commerce et marketing. Et puis, je suis tombée dans le marketing RH il y a 7-8 ans maintenant. Et j'ai développé du coup vraiment des accompagnements auprès d'entreprises à l'époque où j'étais consultante formatrice et coach. Et puis, il y a 1 an, Covid oblige, hein, un petit peu comme tout le monde, tu te réinterroges sur ton Ouais. parcours professionnel. Et puis, j'ai eu envie d'avoir un poste plus opérationnel, d'aller au bout en fait des projets que j'initiais auprès avant de mes clients. Donc du coup, c'est un de mes clients qui m'a embauchée dans une société de télécom, la société Linked, D'accord. qui est basée donc en Normandie et avec un périmètre extrêmement, j'ai envie de dire large, puisque c'est tout ce qui a trait à l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs. Donc, ça commence avant que les collaborateurs arrivent en travaillant sur le positionnement RH de l'entreprise sur le marché de l'emploi. Ça passe par la communication externe. Et puis après, ça passe par tous les processus de l'entreprise, donc processus de recrutement, processus d'intégration, processus de développement des compétences, Ouais. processus de formation jusqu'à l'accompagnement du départ des collaborateurs. Donc, une casquette aussi beaucoup de chefs de projet RH, qui me va très bien, puisque du coup, c'est exactement ce que je voulais, c'est retrouver l'accompagnement de l'humain, mais dans tout son aspect, il y a 360 degrés de l'entreprise. Donc, voilà aujourd'hui ce que je fais et du coup, le livre chez Dont Duno, on va les éditions parler. Duno, voilà, Tout à exactement, fait. qui sort très prochainement. Oui, alors donc c'est le 17 novembre que sort ce C'est livre sur ça, lequel tu as beaucoup, beaucoup travaillé, dont le ouais. titre est, si je ne me trompe pas, Marque employeur, mode d'emploi ou comment devenir un employeur de choix. Alors, est-ce que tu peux nous C'est en dire ça. plus sur cet ouvrage? Déjà, rien que de t'entendre dire tu as écrit un livre et le titre, tu vois, pour la première fois, ça fait bizarre. Mais bon, en tout cas, félicitations parce que c'est vraiment difficile d'écrire Merci un beaucoup. livre. Ouais, ouais. Ouais, c'est une super. Alors, déjà, c'est une super expérience parce que ça implique de faire beaucoup de recherches, beaucoup de brainstorming, d'introspection aussi sur toi et du coup de décomposer tout ce que tu fais habituellement, parfois assez naturellement. Donc, décomposer vraiment ton savoir. Et puis, ce projet en fait de livre est né à la base d'un constat que je faisais quand j'accompagnais beaucoup d'entreprises. C'était que la marque employeur, elle est parfois utilisée dans le mauvais sens du terme, uniquement sous l'angle communication et recrutement. Mhm. Alors qu'en fait, la marque employeur, c'est quelque chose de très, très large. Et les petites structures, ou en tout cas les TPE, PME aujourd'hui, voire même les ETI, hein, en France sont pas encore forcément très aguerris sur le sujet, donc avec différents niveaux de maturité aujourd'hui sur le marché. Et je me suis dit qu'essayer d'écrire un guide pour les entreprises qui ne font pas forcément appel à des consultants et qui se posent beaucoup de questions pour ces niveaux de maturité que j'ai envie de dire de l'ordre de 0, 1 ou 2, tu vois. D'accord. Donc, parfois qu'on commençait à initier des choses, Sur mais une qui ont envie échelle, d'aller… tu la places jusqu'à combien sur une je la échelle? place jusqu'à 4. D'accord, ok. Voilà, un niveau de maturité 4, c'est un niveau de maturité voilà, d'une entreprise qui a déjà Mhm. une équipe qui travaille sur le sujet, Oui. qui est plutôt aguerrie, qui Mhm. mène déjà beaucoup de projets, qui sait ce que ça veut dire que l'expérience collaborateur et qui travaille sur tous ces aspects, par exemple. Donc, du coup, un livre plutôt pour les personnes, ou en tout cas les entreprises qui ont envie de s'initier, donc que ce soit des dirigeants, des DRH, des managers aussi, des professeurs, parce que du coup, il y en a de plus en plus aussi des étudiants Oui. à qui il faut initier un petit peu sur ce sujet. Dans ce projet, j'avais envie en fait d'intégrer d'autres personnes, puisque je pense que écrire soit avec soi-même, c'est bien, mais je pense que du coup, on n'est pas assez exhaustif sur le sujet. Et du coup, j'ai lancé plein d'interviews dont tu as fait partie.
Oui, avec plaisir. Plein d'interviews d'entreprises de taille et d'horizons différentes. Donc, il y a de la petite structure locale, il y a de la petite structure à rayonnement national. Et puis, il y a de la plus grosse entreprise internationale comme du Sanofi, du Leroy Merlin, par exemple. Il y a du secteur de services aux entreprises comme la tienne. Il y a des secteurs du BTP avec du désamiantage, il y a de la comptabilité, il y a des télécoms, il y a le domaine de la santé. Donc voilà, extrêmement Varié. vaste et très riche, puisque en fait, moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de matière. Et en fait, D'accord. Duno m'a refusé la matière parce qu'il y en avait trop. Tu as dû Donc, raccourcir, du coup? à un moment donné, il a fallu s'arrêter parce que du coup, on m'avait donné le cadre à peu près de 250 pages. J'étais déjà à 280. Et là, ils m'ont dit, il faut arrêter parce que sinon, à un moment donné, on ne peut plus. Donc, du coup, il faut effectivement choisir et je n'ai même pas tout intégré. Donc, du coup, il va y avoir un blog autour du livre qui va sortir avec l'intégralité des interviews, sans traitement. En fait, je vais les laisser brutes pour que les personnes voilà, qui ont envie vraiment d'entendre la totalité des échanges qui ont eu lieu puissent le faire. Mais en tout cas, une expérience humaine, j'ai envie de dire, géniale. Parce que tu rencontres des personnes que d'habitude tu ne rencontrerais pas, des RH de chez Lidl, des RH du ministère des Armées, tu vois, le truc complètement improbable et là que du coup tu arrives à avoir. Oui. Des échanges aussi avec des entrepreneurs comme toi et j'ai adoré écrire. Je me suis découvert une passion en plus pour Oui, l'écriture. parce que l'écriture, c'est encore autre chose que les interviews. Donc, ouais, tout Complètement. à fait. Donc Super. voilà, du coup, le côté humain et le côté écriture. Et combien de mois, du coup? Combien de mois? 18. 18 mois, ouais, d'accord. Ouais, c'est Ouais. impressionnant. Et alors, il y a une question que je me pose, du coup, grâce à toutes ces interviews, est-ce que tu as réussi à avoir ta propre définition de la marque employeur, justement? Est-ce que tu pourrais nous en donner une qui te parle à toi? Oui. Alors, c'est vrai qu'on entend plein de définitions un peu à droite et à gauche. Je pense qu'au-delà d'une définition précise, il faut garder un peu le concept, en fait, pour savoir à peu près ce que ça veut dire et du coup aller dans le bon sens. Pour moi, déjà, si on prend la notion de marque employeur, il y a une notion d'étymologie dans le terme qui, d'un côté, marque renvoie à une notation beaucoup plus marketing, j'ai envie de dire, du terme. Et puis, de l'autre côté, employeur renvoie vraiment à une notion beaucoup plus RH. Oui. Donc, c'est l'addition des deux, en fait, veut vraiment dire de travailler l'entreprise sous son angle employeur. Donc, ça ne veut pas dire créer une marque à part entière, c'est simplement intégrer dans la dimension de communication de l'entreprise, dans sa propre marque, la dimension RH, sa dimension employeur. Oui. Donc, en fait, si derrière, une fois que tu as dit ça, je dois te la traduire, je te dirais qu'en fait, c'est la marque employeur, au travers de ça, c'est l'entreprise, la capacité en fait de l'entreprise à faire émerger sa singularité, d'accord, pour arriver à se différencier et à se positionner sous l'angle RH sur son marché de l'emploi, à formuler en fait des promesses qui vont être justes. Donc, quand on dit juste, c'est des promesses vraies qu'elle est en capacité de tenir, qu'elle a fait émerger concrètement, à destination du coup de ses collaborateurs et de ses futurs collaborateurs. Et la résultante de tout ça, en fait, c'est sa réputation. La réputation de l'entreprise, en gros, c'est la preuve de la bonne tenue de ses engagements et de l'importance qu'elle accorde à son capital humain. D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt garder à peu près ça en tête pour se dire, d'accord, si je dois travailler sur ma marque employeur, c'est quoi la direction à peu près que je dois prendre? Puisqu'après, les définitions, la vraie définition, elle est arrivée il y a déjà plus de 20 ans, 30 ans, même 40 ou 50 ans, dans les premières fois où, en tout cas, on a commencé à en entendre parler aux États-Unis. Et puis après, en France, avec David Piclet, tout ça. Mais voilà, il faut simplement garder la notion de concept. Et puis après, j'ai envie de dire, faire émerger sa singularité, être vrai. Oui, l'authenticité, toujours. C'est ça. Du coup, tu as interviewé, comme tu le disais, beaucoup de personnes différentes. Grâce à toutes ces interviews que tu as menées, est-ce que tu aurais des grands enseignements que tu as pu tirer, dont tu as pu tirer parti et que tu souhaiterais partager aujourd'hui avec nous? Je dirais que ce qui est ressorti de manière très forte, c'est qu'en fait, peu importe l'entreprise, peu importe le secteur, peu importe la taille, peu importe le domaine, que ce soit public ou privé ou quoi que ce soit, tous les besoins, tous les enjeux convergent aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment émergé.
C'est-à-dire qu'on ait 10 collaborateurs, 50, 5000 ou 50 000, peu importe, on a tous en fait les mêmes préoccupations. C'est de travailler sur l'expérience de nos collaborateurs, faire en sorte qu'ils se sentent bien chez nous et qu'ils aient envie de rester le plus longtemps possible. On connaît aujourd'hui la volatilité sur le marché de l'emploi. Donc ça, en fait, c'est propre vraiment à toutes les entreprises. De faire en sorte de communiquer vrai pour que les gens aient envie de nous rejoindre et puis que quand on les intègre, ils ne sentent pas une dissonance entre ce qu'on leur avait promis et ce qui est fait. Pour du coup faire perdurer, on sait qu'un recrutement sur 2 ne tient pas 18 mois. D'accord. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la transparence dès le démarrage et puis donc l'expérience collaborateur. Et derrière, là, par contre, ce sont des dimensions plutôt pour les plus grandes entreprises. C'est vraiment la dimension RSE, de D'accord. travailler sur cette responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc, je dirais que c'est le petit point qui dissocie les grandes entreprises des plus petites. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de similitudes selon tes interviews. C'est vraiment impressionnant. Tu vas voir le recrutement. Alors après, c'est sûr que quand tu t'appelles Lidl et que tu recrutes 3000 collaborateurs par an, ou quand tu t'appelles Marel et que tu vas en recruter 10, la dimension ne va pas être la même. Donc, les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. D'accord. Par contre, le besoin, lui, reste identique, puisque pour 100 collaborateurs, en recruter 10, ça reste stratégique pour l'entreprise. Oui. Donc, en fait, à chaque fois, on converge sur les mêmes éléments. Et ce qui est rigolo, c'est de regarder un petit peu comment chacun prend cet enjeu stratégique et le met derrière en application. Et c'est là où, effectivement, on voit des dimensions qui peuvent être différentes d'une entreprise à une autre et d'un secteur à un autre. Parce que les codes sont différents, le vocabulaire est différent, les populations attendent des choses complètement différentes. Donc, c'est là, en fait, où se joue vraiment plus, pour moi, l'adaptabilité. C'est dans la manière de faire plus que dans l'enjeu qui, eux, globalement convergent. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que tu aurais peut-être des erreurs d'entreprise ou d'institution au sujet de la marque employeur que tu pourrais nous partager? Selon toi, quelles sont ces principales erreurs? En fait, pour moi, le plus gros des écueils sur la marque employeur, c'est de croire que la marque employeur, ça ne sert qu'à communiquer et à recruter. Ça vient vraiment de l'interne. La marque employeur, c'est avant tout de l'interne vers l'externe. Et l'externe nourrira l'interne, d'accord. Mais à la base, c'est qu'est-ce que vivent mes collaborateurs, comment se sentent mes collaborateurs, quel est mon ADN, quelle est ma singularité, quelle est ma culture d'entreprise, qui on est vraiment. Et une fois que seulement j'ai ça, je peux communiquer en externe parce que du coup, je peux mettre en avant le qui je suis. Mais partir d'un axe simplement de communication, forcément, on fait des erreurs. Parce que du coup, on n'est que dans l'axe communicant, j'ai envie de dire pur et dur, dans du market. Donc après, ça ne vise pas toujours juste. Et du coup, cette notion de dissonance peut apparaître entre des commentaires qu'on peut lire de collaborateurs et la communication que fait l'entreprise. Et aujourd'hui, les candidats savent très bien faire ce lien. Donc, pour moi, c'est le plus gros des écueils. Après, une fois qu'on a compris le qui on est, c'est beaucoup plus facile. Et si on met en avant en externe son véritable ADN, du coup, les collaborateurs en interne sont fiers. Donc, l'externe nourrit l'interne. Mais le cercle vertueux, pour moi, il se joue ici. Et le plus gros des écueils, pour moi, c'est ça, parce que je l'entends. La marque employeur, ça sert à recruter. Alors, c'est l'une des finalités. Effectivement, c'est l'un des enjeux, mais pas que. C'est beaucoup plus large que ça. Oui. Ça fait écho. J'ai fait une interview récemment sur les valeurs de l'entreprise, comment nos valeurs nous ont permis de passer la crise aussi. Et je pense que voilà, c'est toutes ces valeurs, mais vraiment très pratico-pratiques, pas des valeurs trop généralistes qu'on copie d'une entreprise à l'autre et trop vagues. Là, j'ai vraiment défini 4 valeurs pour la minuterie qui sont très liées à notre métier. Donc, la serviabilité, l'adaptabilité, la débrouillardise et puis l'optimisme. Donc, c'est des valeurs vraiment très liées à notre métier et à nous, notre façon de voir le monde avec la minuterie. Et du coup, voilà, c'est clair que ce n'est pas des valeurs génériques, mais si on ne les partage pas au sein de l'entreprise, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, super. Il faut que les valeurs, à un moment donné, puissent être représentatives vraiment de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un nouveau collaborateur arrive, qu'il perçoive ces valeurs avant même qu'on lui en parle.
Il faut qu'elle soit vraiment ressentie. Et puis derrière, il faut qu'elle soit opérationnalisable. C'est-à-dire que la valeur, il faut vraiment qu'elle soit déclinée pour dire qu'est-ce qu'on entend Incarné, derrière en termes de comportement, tout à en fait. termes d'attendu, qui Mm, définissent des règles du jeu ou des règles du hors-jeu. Et qui, du exactement. coup, que ce soit pour les clients, les futurs collaborateurs ou les collaborateurs en interne, Mm, ça fait quand même une ligne directrice. oui, Et ça permet au manager d'incarner à un moment donné quelque chose aussi. Quand on parle d'incarner les valeurs, si les exactement. valeurs sont trop génériques ou qu'elles ne sont pas Mm, déclinables, euh, bah, oui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça crée un flou, c'est parce que ça. c'est souvent des terminologies quand même qui sont très Mm, subjectives. oui. Ah oui. Alors maintenant, on va passer à la partie conseils. Quels sont pour toi les 3 conseils que tu donnerais à une entreprise qui souhaite développer sa marque employeur? En un, je dirais auditer euh, son, auditer le qui elle est. Je vais te le résumer comme ça. Quand je dis auditer le qui elle est, c'est aller évaluer aujourd'hui comment vivent les collaborateurs, comment ils vivent leur entreprise au quotidien. D'accord? Donc, ça veut dire faire une enquête auprès des collaborateurs pour Mmh. comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils apprécient Oui, moins, etc., oui, sur l'ensemble des dimensions de la marque employeur. En deux, ce serait de se baser là-dessus pour derrière construire un vrai plan d'action qui est attendu par les collaborateurs en y impliquant les managers. Parce que les managers, c'est quand même le relais de ce qui est fait et il faut que dans des projets comme ça, ils puissent être impliqués. Il ne faut pas que ce soit un projet qui soit que de la direction ou que des ressources humaines. Il faut que ce soit un projet où les managers soient acteurs. Sinon, ils vont être défiants, oui, ils ne vont pas l'incarner, ils ne vont pas le porter et ça fera pchit. oui, Donc ça, c'est un point qui est important. Donc, auditer, construire un plan d'action pour impliquer avec, du coup, les managers. Et en trois, je dirais avoir la technique des petits pas, c'est-à-dire mener une action qui parfois est assez simple, assez rapide, assez pragmatique, mais qui permet de montrer déjà aux collaborateurs qu'on fait déjà un pas aussi vers eux. Et du coup, mmh, de travailler son plan d'action sur le niveau court terme, moyen terme et long terme. oui, Comme ça, on voit tout de suite des actions, on les perçoit tout de suite. oui, Et en même temps, on nourrit aussi la stratégie de l'entreprise avec des projets qui, là, peuvent prendre beaucoup plusieurs plus années. de temps. Oui, tout à Donc, fait. c'est mais partir de son ADN, du qui elle Mmh. est. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, très intéressant. Quels sont après tes 3 conseils pour attirer des candidats? Bah, je dirais, ça résume bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir cette notion de communiquer vrai, communiquer sur l'existant, Oui, euh, communiquer sur l'existant et deux, mettre en avant ses forces comme ses axes de progrès. Parce qu'on n'est pas bon partout. Et parfois, bah, notre singularité, c'est aussi d'être conscient des points sur lesquels on travaille et de pouvoir les partager. Alors, ça ne veut pas forcément dire les partager dans une communication externe sur le site internet en disant oui, on a un point de progrès managérial et du coup on doit le travailler. Mais par contre, d'être transparent avec les candidats. oui, pendant les entretiens, tout à fait. Exactement, tout à Mmh, fait. Pour être toujours dans cette notion de communiquer vrai, de dire quand il y a des chantiers qui sont en cours, mmh, voilà, aujourd'hui on est en train de oui, progresser sur tel sujet, etc. Donc forcément, ça veut mmh, dire qu'il y a il y a des oui, choses à faire progresser. tout à fait. Mais je trouve que c'est le meilleur des messages, en tout cas, Oui, que de dire il y a des choses sur lesquelles on est bon et on capitalise, et puis bah, il y a des choses sur lesquelles on doit progresser, mais parce que mmh, l'humain est oui, aussi comme ça. Euh, donc, je dirais ça. Et mmh, puis, le troisième point, c'est de mettre en avant alors, plusieurs spectres, mais qui sont tous liés aux collaborateurs. C'est les métiers. On ne met mmh, pas assez en oui, avant les métiers de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que veut dire ce métier-là au sein de cette entreprise? Parce qu'on peut d'accord, communiquer sur un métier très générique, oui, euh, mais chaque entreprise met en œuvre son métier à sa façon, selon son organisation. mmh, Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Donc présenter ces métiers et puis pour aller un peu plus loin, on peut présenter ces métiers au travers des collaborateurs. Donc, que ce soit les collaborateurs qui portent le message. Il n'y a pas de sens à ce que ce soit une ressource humaine, par exemple, qui présente un métier, par exemple, chez nous, d'un coordinateur client. Ça n'aurait pas de sens. Donc, en fait, de laisser cette opportunité aux gens d'être fiers de ce qu'ils font, de le partager, de le communiquer
Et tout ça, en fait, ça favorise. Alors, je ne te les ai peut-être pas mis dans le bon sens, mais en tout cas, pour moi, sur les trois axes à privilégier pour attirer les candidats, ce serait ça. Et je t'en rajouterais même un quatrième, c'est de prendre en considération les commentaires qui Oui. sont faits sur l'entreprise, que ce soit sur du Glassdoor, sur du Indeed, etc. C'est de ne surtout pas les mettre de côté en se disant c'est pas grave, on ne le verra pas, ça va se tasser. C'est plutôt au contraire d'essayer d'y répondre, d'essayer d'en jouer, d'essayer de les prendre en considération pour se dire qu'à un moment donné, s'il faut prendre un contre-pied, c'est dans la communication de l'entreprise que ce contre-pied-là devra être pris. Donc, c'est de les prendre en considération pour ne pas viser à côté. Oui, d'accord, très bien. Et selon toi, quels sont tes 3 conseils pour fidéliser les collaborateurs? Parce que du coup, on les a attirés, certes, mais maintenant, pour les garder, puisque tu disais Euh, 18 mois pour un c'est ça. collaborateur sur 2 s'en va, donc oui. La première étape, c'est déjà de créer les bonnes conditions pour son intégration, de faire en sorte que le collaborateur soit attendu, se sente attendu. Et puis, du coup, soit intégré correctement. Ça veut dire qu'il soit bien accueilli par le manager, qu'il soit présenté à l'équipe, et puis qu'il ait un parcours d'intégration. Un parcours d'intégration, ça peut durer 48 heures, comme ça peut durer 8 mois, peu importe, mais qu'il ait quelque chose qui lui donne accès à tout ce dont il a besoin pour bien faire sa mission, pour se sentir à l'aise, en fait, dans son poste dès le démarrage. Ou qu'il puisse sentir qu'il va avoir un plan de progression, un plan de développement pour se sentir bien dans son poste. Donc, du coup, il est en confiance. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est de ne pas négliger le développement des compétences des collaborateurs. N'importe qui, peu importe l'échelle, a besoin à un moment donné de sentir qu'il continue à se développer, qu'il continue à progresser. Parce que si l'entreprise ne m'apporte pas ce plan de développement, je vais aller le chercher à un moment donné ailleurs. Parce que je peux Oui. m'ennuyer, parce qu'il y a de la routine, parce que j'ai développé, c'est bon, ça fait 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans parfois Oui. que je fais le même métier. Donc, voilà, j'ai mes compétences qui sont là. Alors, certes, il y a peut-être encore des axes de progrès, mais à un moment donné, comment je travaille Mhm. sur cette notion de je continue sans cesse à apprendre. D'accord. Ou alors, je prends mes compétences pour transférer auprès des autres. Donc, du coup, on valorise la personne et les compétences qu'elle a. Et puis, le troisième, je dirais d'avoir une proximité dans le triptyque manager, RH et direction. Parce que c'est un triptyque qui est important, les ressources humaines. Alors qu'on ait des ressources humaines ou que ce soit la direction qui officie comme ressources humaines, hein, mais que cette notion de direction, de manager soit proche. Il ne faut pas qu'il y ait de distance. Parce que plus la distance s'agrandit, plus elle s'agrandit entre les collaborateurs et la direction. Et comme ce sont les managers qui sont aussi relais du projet de Oui, l'entreprise, de la stratégie, des valeurs, tout à fait. etc., il faut qu'ils soient proches de la direction et que la direction soit proche de ses managers. Donc, c'est vraiment de faire attention à ce triptyque-là. Et dans ce triptyque, c'est d'accompagner chacun dans sa dimension. Il faut accompagner l'évolution des ressources humaines, il faut accompagner le développement du management, il faut définir ce qu'on attend de nos managers, il faut définir ce qu'on attend de nos ressources humaines. C'est vraiment de clarifier ce qu'on attend et puis de les accompagner, eux aussi, quotidiennement, dans leur développement et dans leur périmètre. Mm. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On va faire une courte pause pour pouvoir attaquer la dernière partie, les questions inspiration. Alors, après cette courte pause, Clara, nous revoilà pour la dernière partie de cette interview. Alors, aujourd'hui, je vais te poser 6 questions pour nous inspirer, pour nous donner le sourire et du peps. Alors, justement, ma première question pour toi, Clara, c'est qu'est-ce qui te donne le sourire dès le matin? Je pense comme beaucoup de mamans, moi, ce qui me donne le sourire, c'est de voir mes enfants. Alors, pourtant, ils sont grands, hein, ils ont 13 et 15 ans. D'accord. Mais moi, c'est de voir mes enfants, de voir leur sourire. Alors, même si je t'avoue que des ados, ça fait pas forcément le sourire le matin. Je suis très impressionnée. Si Mais, tu as des sourires d'ado, c'est top, hein. ouais, non, 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 mais voilà, en tout cas, c'est de pouvoir les voir, de pouvoir leur faire mon câlin du matin, mon petit bisou. Alors, parce que les câlins, tu sais, Oui. maintenant, c'est maman, c'est bon, arrête. Mais voilà, d'avoir un peu leur présence le matin, c'est ça, je crois, Mhm. qui me met le plus la banane. Me lever, être toute seule chez moi, tu vois, c'est moins mon truc, quoi.
Donc, tu les vois tous les matins avant de partir, ça y est, Ouais, ça va? quasiment, ouais. Super. Bon, bah, c'est top. Super. Et donc après, tu enchaînes avec tes journées de travail. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans tes missions au quotidien? Chez Linked, ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'étais venue chercher à la base, c'est vraiment un poste opérationnel avec des sujets très transverses, mais qui tournent à chaque fois autour de l'humain. D'accord. J'orchestre tout en fonction aujourd'hui de l'activité des personnes, en fonction des besoins des personnes, en fonction des attentes, des projets. Voilà, c'est une articulation en fait à leur rythme, toujours dans l'objectif en fait de faire en sorte que de créer les conditions de la bien-être, du bien-être, pardon, de la Mmh. motivation et de la performance. D'accord, super. Et bah, j'imagine que tu travailles, pas mal, tu as des C'est journées bien ça. remplies. Alors comment tu fais pour équilibrer ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Même si peut-être que les enfants te demandent un peu moins de temps et encore, c'est pas sûr parce que des Ouais, ados, il c'est clair. faut c'est pas la même chose, mais ça prend aussi du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Je dirais qu'en fait, l'équilibre, j'y pense pas tant que ça. D'accord, En tout cas, désormais, hein, parce qu'avant mon métier de consultante, formatrice et coach me prenait, je trouve, encore plus de temps, m'accaparait plus. d'accord. Heu, mais en fait, moi, ma priorité, ça a toujours été mes enfants et ma famille. Donc, à partir du moment où ils ont besoin de quelque chose, bah, maman répond présente. Mmh. S'il y a un rendez-vous quelque part, s'il y a un petit coup de morale qui ne va pas, s'il y a un besoin pour les devoirs, voilà. Et le reste, en fait, je le fais graviter autour. Oui. Donc, ça m'arrive, de faire une pause à 16 heures parce que j'ai besoin d'accompagner mon fils jusqu'à Mmh. 17 heures, puis ensuite de reprendre Oui. pendant 1 heure ou deux. Je dirais que mon point central, c'est vraiment ça. Après, c'est de pouvoir prendre du temps pour faire du sport, pour profiter de ma famille, de mon mari, Et quand tu avais passer des week-ends l'écriture, tranquilles. excuse-moi, Tu du m'as coup, dit je t'ai quoi? coupé. Quand tu avais l'écriture de ton livre pendant ces 18 mois, comment tu as fait pour Ah, rajouter une nouvelle pierre en les gros cailloux, tu sais, dont on parle, tu sais, ouais, c'est dans le ça, ouais. bocal où tu mets les gros cailloux d'abord Ouais. avant de rajouter les petits cailloux et puis le sable. Toi, comment tu as fait pour mettre, bah oui, ces gros cailloux parce que c'était quand même un sacré, Ouais, c'était un travail. sacré pavé. Oui. Ça a été, je t'avouerai que ça a été une période assez compliquée, Mmh. parce que du coup, je suis migraineuse et en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de D'accord, migraines, pendant ma période d'écriture, ce qui a fait que du coup, ça me l'a rallongée. d'accord, L'éditeur a dû me laisser plus de temps que prévu, hein. On a dû rallonger d'au moins 5 mois. d'accord. Donc ça a été compliqué malgré tout, voilà, assez persévérante. Donc quand je me fixe un objectif et que je m'engage dans quelque chose, je vais au bout. Mmh. Mais je pense que j'aurais jamais pu faire mieux. D'accord. Enfin Mais voilà, c'était peut-être t'accorder ce temps finalement, c'est c'est d'accepter, ça. de un délai Ça plus s'est fait le soir, ça mmh, s'est fait le week-end, ouais, ça s'est fait à coups de dimanche, ça oui. s'est fait dans le canapé, devant la cheminée, ça s'est fait un peu partout. Mmh, Hem, mais ouais, principalement, sur mes temps off, hein, parce que du coup, ouais. la journée, tu as ta charge de travail, tu as tes enfants, donc tu fais ça en plus. Donc voilà, ça a été vraiment un gros projet. Par contre, ce qui a été génial, ça a été le soutien. C'est-à-dire que j'ai eu le soutien de mes enfants, j'ai eu le soutien de mon mari. Mes enfants me disaient: «Bon, allez maman, vas-y, là tu y vas, tu as bientôt fini». Ouais, peut-être que j'ai bientôt fini, mais non, t'inquiète, vas-y, ça va le faire. Ouais, ce Donc soutien, non, non, c'est important. je trouvais ça super. Et est-ce que ça t'a donné justement l'écriture du livre, a peut-être, t'a permis d'avoir des nouvelles astuces pour gagner du temps ou pas? Peut-être que du coup non, tu t'es rendu compte des problématiques et ça ne t'a pas donné, d'autres idées? En fait, moi, je suis pas très bonne, en fait, sur la gestion du temps et des priorités. Je fais un peu comme tout le monde, hein, j'ai tendance à procrastiner sur les tâches que je n'ai pas envie de faire ou que je n'aime pas faire. Mais en tout cas, je trie toujours mes priorités, en fonction de l'impact. D'abord D'accord, sur l'humain et ensuite impact organisationnel. d'accord, Voilà, si à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, ma priorité, ce sera toujours de gérer l'aspect humain. Les projets, tout ça, alors voilà, la matrice d'Eisenhower et tout, moi non, je suis pas enfin, c'est pas du tout mon truc. Après, je sais que d'accord. je suis dispersée, je sais qu'il faut que je travaille sur 10 sujets en même temps pour être bonne. Donc, voilà, moi, je sais pas être monotache, je sais pas faire un dossier pendant 2 heures, je ne sais absolument pas faire. Donc déjà, quand tu comprends qu'en fait, tu peux pas rentrer dans le moule des Mmh. formations gestion du temps et des priorités qu'on essaye de te faire faire,
voilà, tu fais déjà un grand pas en avant en te disant, OK, bah, je suis comme ça et comment je fais avec le qui je Oui, suis. Donc, en fait, j'ai ma petite liste de grosses choses à faire dans d'accord. la semaine. Et après, j'essaye de gérer un peu au jour le jour et de les répartir dans l'agenda en Oui, fonction des priorités et de me laisser du temps libre pour gérer les un peu les urgences. imprévus, quoi. Ouais, les imprévus. D'accord, super. Est-ce que tu as une cause ou une association dans laquelle tu es engagée, pour laquelle tu es engagée? Voilà. Alors, directement non, mais indirectement oui. C'est-à-dire que je fais du Krav Maga, D'accord. donc Tu nous l'expliques? self-défense. Voilà, exactement. Exactement, dans la team Raymond Gros, ici en Normandie. Et en fait, on a une prof, Corinne, qui est très engagée et qui mène beaucoup d'actions dans tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, Donc, à chaque fois, on intervient. Donc, on intervient à travers d'initiations, Krav d'accord. Maga. On est intervenu lors de la journée des violences faites aux femmes dans les Mmh. transports en commun, par exemple. D'accord. On a des initiations qui sont réservées uniquement aux femmes, qui s'étaient faites au Kind Arena, par exemple. Mmh. Donc, on a tourné un film aussi qui parlait justement des violences urbaines faites aux femmes. Donc, en fait, c'est plein d'actions comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me retrouve bien dans ce Oui. club-là, c'est-à-dire qu'on partage les mêmes valeurs et puis on met en place des actions assez concrètes. Mmh. Et après, j'aimerais bien m'engager, mais cette fois-ci, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait dans une association qui lutte contre les violences mais faites aux enfants. Ça, D'accord, c'est quelque chose qui me tient à cœur. d'accord. Bon, bah, voilà, un nouveau Mais il fallait que j'ai du projet. temps. Oui, un nouveau projet, à venir. Bon, bah, très C'est bien. ça. Est-ce que tu as quelqu'un ou quelque chose qui t'inspire au quotidien? Est-ce que tu voudrais nous partager? Alors, il y a une personne que j'ai rencontrée un jour en conférence qui m'a beaucoup inspirée, c'est Philippe Croison, Oui. qui a dit une phrase qui résonne depuis dans ma tête constamment, D'accord. c'est l'impossible, c'est toi. Mmh. Et je trouve qu'il représente euh, ce terme avec brio, c'est que si, voilà, à un moment donné, nos propres freins, notre propre frein, c'est nous-mêmes, c'est nous Oui, avec nous-mêmes, et de dire que l'impossible, c'est toi, cette phrase, je me dis qu'en fait, elle est tellement vraie et que voilà, pour dépasser ses limites, c'est juste se dépasser soi-même et de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, oui. ouais, je pense que c'est ça qui fait écho et comme j'aime bien dépasser régulièrement mes limites, je pense que voilà, Est-ce que c'est la phrase que je retiens. tu veux peut-être nous dire qui est Philippe Croizon? Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Alors, en Philippe quelques Croison, mots. c'est une personne qui, lors d'un accident domestique, a Mmh. perdu ses bras et ses jambes et OK. qui a traversé la Manche à la nage, qui a fait un rallye, alors je ne sais plus si c'était au Maroc ou je ne sais plus où, Mmh. qui fait comme ça des défis sportifs Impressionnant. juste de fou, alors Oui. que pourtant il explique très bien qu'il est resté pendant 10 ans dans son canapé, Mmh. qu'il en a perdu sa famille à un moment Oui. donné, qu'il y a eu quand même des conséquences assez lourdes pour lui. Et puis un jour, c'est sorti comme ça qu'il allait traverser à la nage la Manche et que les journalistes l'ont pris au sérieux et que du coup, il n'avait plus le choix. Et qu'il s'est aperçu qu'effectivement, tout était possible. Oui, Donc, voilà, je trouve cette histoire elle est magnifique, ouais, c'est très inspirant. tellement hors norme Mmh. et en même temps tellement humaine Oui, et tellement vraie, parce que la manière dont il raconte je trouve que arriver à expliquer qu'effectivement, tu perds ta famille parce que tu es resté dans ton canapé, parce que tu n'arrivais pas à faire ton deuil de tes membres, etc. Enfin, je trouve d'arriver à dire ça comme ça en conférence mmh. et à faire le lien avec qu'est-ce qu'il a pu en tirer, qu'est-ce qu'il a pu accomplir derrière. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Et j'y tire mon chapeau parce que je pense que même nous, on ne serait pas capable. Je ne ferais jamais la traversée de la Manche à la nage. Même avec tes Non, jambes et j'irai pas tes là-dessus. bon allez, pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote, rigolote ou une expression qui te fait rire? L'anecdote rigolote, ouais, je pense qu'on a tous vécu le confinement assez, waouh, on a tous vécu un moment en allant chez les gens et en ayant les personnes avec qui on peut être en visio, que ce soit interne ou externe hein, à son entreprise chez nous. Et ben moi, j'étais en train de former, donc à l'époque où j'étais encore formatrice, une personne en individuel. Et en fait, j'ai un bureau chez moi, donc j'ai la chance d'avoir quand même un environnement qui m'est propre, sauf que il y a une salle de bain derrière et qu'il y a une encolure de porte. Et que pendant que j'étais en train de former Sophie, d'un seul coup, elle me dit: «Clara, je pense qu'il y a un monsieur qui voudrait passer derrière toi».
Et là, j'ai les yeux qui s'ouvrent, je tourne la tête et je vois mon mari en caleçon dans l'encolure de porte. Et en fait, la caméra donnait sur l'encolure de porte. Donc, en Oh fait, là elle a vu là. mon mari en caleçon. Et là, on a ri. Mais alors, mais Ah, vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. c'est Et je me suis clair. sentie sur le coup gênée. Et puis après, non, parce qu'en fait, on a eu tellement de choses comme ça, d'anecdotes en ayant nos caméras, que voilà, je trouvais que c'était vraiment le côté C'est clair. naturel. Et elle l'a pris à la rigolade aussi. Donc, Et ça faisait un voilà. petit moment de rire et de détente au sein de ta Ah formation. Ça ouais, a dû ouais, faire du bien aussi. Et c'est on ça. a tous Ouais, puis besoin ça de rire faisait du dans bien notre en cette journée. période. Exactement. Ah bah, merci énormément, Clara, pour toutes ces réponses. J'ai vraiment Merci à toi. apprécié cet échange et je te dis à bientôt. Ben, écoute, plaisir partagé et à très bientôt.